Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 31 mai, nous parlons des législatives. La visite hier d'Olivier Véran, venu soutenir Loïc Terren, le plus jeune candidat macroniste. Il est investi dans la 2e circonscription. Des agriculteurs qui envahissent hier le conseil régional à Confluence. Ils entendaient protester contre la perte d'une aide agricole qui permet notamment l'installation de nouveaux agriculteurs. Retour à Lyon pour les 18 humanitaires partis en Pologne, à la frontière ukrainienne. Un voyage à l'initiative des secouristes du GIPS, le groupe d'intervention, protection, prévention, sauvetage et sécurité. Témoignage de Daniel Sardo, formateur en secourisme, et de Jean-Marc Roffa, le président de l'association Donner la main, don de soi. Le Gone du Shahaba, le roman écrit par Azouz Begag, a rendu célèbre le bidonville de la Fessine, installé dans les années 60, au bord du Rhône. 25 familles ont vécu dans le Shahaba. Nous avons retrouvé Zora Chaïb. Elle raconte inlassablement cette histoire à découvrir dans ce quart d'heure lyonnais. Les bandes de validation par carte bancaire installées dans les tramways, bus et stations de métro sont désormais actives. En clair, la carte bleue remplace le ticket de métro. Et puis l'aventure de Frédéric Fautou à Lasvel est bientôt terminée. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Les législatives, Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, est venu soutenir hier à Lyon Loïc Terren, le plus jeune candidat macroniste aux législatives. Il a été investi par Renaissance dans la 2e circonscription du Rhône. Véran, qui est désormais ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et à la vie démocratique dans le gouvernement Borne, a expliqué que le parti présidentiel cherchait de nouveaux visages. On veut les meilleurs pour la France, a déclaré le ministre originaire de Grenoble. Terren et Véran ont notamment visité le restaurant d'application Vatel et le restaurant Cuisine et Dépendance dans le quartier de Perrache, dirigé par Fabrice Bonneau, qui est aussi le président de l'association des commerçants de Bellecour-Charité. Véran et Terren se connaissent bien. Terren a été conseiller politique d'Olivier Véran lorsque ce dernier était député de l'Isère. Il a aussi été conseiller de David Kimmelfeld, alors président de la métropole de Lyon. 60 agriculteurs se sont invités hier au conseil régional à Confluence. Ils entendaient protester contre la perte d'une aide agricole qui permet notamment l'installation de nouveaux agriculteurs. Cette aide devant désormais passer via le Fonds européen agricole pour le développement rural. Après plus d'une heure de manifestation, les agriculteurs ont obtenu un rendez-vous vendredi après-midi avec la première vice-présidente de la région chargée de l'économie, Stéphanie Pernaut-Baudon. Lyon demain, humanitaire. Retour à Lyon pour les 18 humanitaires partis en Pologne à la frontière ukrainienne. Un voyage à l'initiative des secouristes du GIPS, autrement dit le groupe d'intervention, protection, prévention, sauvetage et sécurité. L'objectif était d'acheminer de l'aide dans un camp de réfugiés et de ramener certains d'entre eux en France. Mission réussie puisque 33 réfugiés ont pu prendre place dans les véhicules vides du convoi et ainsi arriver à Lyon. Une expédition à laquelle participait aussi Jean-Marc Roffa et son association Donner la main, don de soi. Le témoignage de Daniel Sardo, formateur secouriste, et Jean-Marc Roffa, alors retour à Lyon avec les familles. La simplicité des gens, l'humanité qui dégage de leur regard, surtout m'a choqué, blessé. J'ai été sensible à ce regard de désespoir parce qu'on sait bien qu'ils ont tout perdu, leur bien, voilà, la famille, et surtout le lien familial. Et ça, je l'ai ressenti en caressant la tête des enfants qui passaient dans le couloir, en voyant des dames assises et qui nous regardaient. Enfin, voilà, j'ai été peiné, vraiment. Ça a été dur pour moi. Sincèrement. Il y en a encore, on croit que c'est fini, mais il y en a plein encore. C'est des gens comme vous et moi, qui sont chaleureux, qui nous accueillent, qui nous font des sourires par moments, voire peut-être voilà, une main dans une autre main, et ça, pour moi ça veut dire beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité à m'engager sur ce convoi. J'en ressors très enrichi, parce que humainement parlant, je crois que ça m'a permis de faire une mise à zéro de ma vie personnelle déjà. Je sais pas comment vous expliquer ce que mes yeux ont vu. Pour vous dire quand même la détresse de certains qui vous regardent en vous disant aide-moi quoi. Il n'y a plus de religion, je crois. On est tous ensemble et je vois que l'être humain, on est tous pareils. Et face à la détresse, une main tendue, je crois que c'est très réconfortant, c'est très agréable. À n'importe quel âge, je crois que c'est indispensable. Je vais rajouter à tous tes beaux propos le fait qu'on a touché du doigt la solidarité internationale. Oui. Ce qui m'a ému, c'est ces stands avec des bénévoles comme nous du monde entier. Du monde entier, oui. J'ai vu Israël, il y avait le Danemark, il y avait la reine d'Angleterre qui symbolisait le stand
anglais, et tous ces bénévoles avec cantine ouverte, et en plus c'était de la cuisine à maman. Hein. Moi j'ai mangé une purée, je sentais que cette purée avait été faite avec amour. Tellement qu'elle était bonne. Quand on est parti, il y avait des jeunes filles, tu te souviens, qui nous ont confié les réfugiés. Je leur ai dit, mais vous êtes des anges. On a vu Anya également, qui est un ange, qui a été le contact du gypse privilégié à la frontière, qui est en situation de handicap et qui a une aura extraordinaire. On a été éblouis par sa personnalité. On a eu Vincent, qui est pareil, un Français, qui a tout quitté pour venir donner un coup de main, et puis finalement il reste là-bas à son détriment personnel et financier. Il est là-bas sur la plateforme logistique du don. Et ben chapeau bas. Je crois qu'on revient tous complètement différents, avec un message d'espoir, parce que c'est vraiment ce camp international qui nous démontre la solution pour plus faire la guerre. Soyons tous unis. Allez, je t'embrasse. Daniel Sardo et Jean-Marc Roffa, les appels aux dons restent de mise pour l'Ukraine. Il est conseillé de se diriger vers les ONG concernées. La Fessine s'apprête à accueillir ce week-end le festival Réel, organisé dans le cadre de Villeurbanne 2022, capitale française de la culture. Aujourd'hui fréquenté par les familles en mal de verdure, le parc naturel de la Fessine, situé entre le Rhône et l'ancien boulevard de Ceinture, a accueilli pendant de nombreuses années des familles en provenance d'Algérie. Arrivées dans les années 50 pour reconstruire la France après la guerre, elles s'installèrent dans des baraquements. Ce bidonville, démantelé seulement à la fin des années 60, a été rendu célèbre par le roman Le Gone du Shahaba, écrit par Azouz Begag, lui-même ayant grandi dans ces baraques de fortune. 25 familles ont vécu dans le Shahaba, le trou en arabe, et nous avons retrouvé Zora Chaïb. Cette femme inlassablement raconte cette histoire, une histoire pas si noire qu'elle n'y paraît, en tout cas pleine d'espoir. Zora Chaïb. Nous sommes arrivés en 1954 avec mon oncle, mes cousins, tout ça. On arrivait, nous, quand mon père nous a envoyé les billets pour venir en France, on croyait qu'on allait être en France, la France. Mais honnêtement, je vais vous dire, moi, à 6 ans, j'avais pas conscience d'où je venais, quoi. J'ai pris l'avion et je suis arrivée ici, dans ce coin perdu. Mais ça m'a pas ni heurté, ni absolument pas. Et je voyais que mes parents, ma maman ou ma tante, n'ont pas été apeurés ou dire c'est un coin perdu, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on est arrivé du jour au lendemain, on s'est installé dans nos bidonvilles, on a acheté de la vaisselle et tout ce qui s'ensuit. Et puis on s'est habitué à la vie française et villeurbanaise. Quand on est arrivé, on ne connaissait personne, à part la voisine, la Louise, qui est venue nous dire voilà, écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des assistantes sociales? Est-ce que vous savez qu'il faut mettre les enfants à l'école? Est-ce que vous savez qu'il y a la mairie, si vous voulez des papiers? Est-ce que vous savez où faire vos courses? Donc elle nous a mis, en fait, on dirait qu'elle était là, elle nous attendait et elle nous a dit, la vie, voilà, c'est la vie. Donc, à travers la Louise, on s'est installé, on a été quelque part rassurés et on savait qu'on avait quelqu'un. Si on ne savait pas quoi que ce soit, on allait vers Louise et on lui disait mais où est-ce que ça se passe? Où est la mairie? Où est la sécurité sociale? Où est la caisse d'allocation familiale? Où les marchés? Bref. Il y avait une vraie entente entre ceux qui habitaient ici historiquement et puis vous qui arriviez sur un terrain un petit peu surtout nu. Qu'on ne se connaissait pas, quoi. Je vous dis, la Louise Biotet, elle aurait pu dire, elle est toute seule avec son mari, elle dit oulala, ils arrivent dans une troupe là, je sais pas qui c'est, je les connais pas. Non, elle est venue nous dire ça va. Elle a dit à mon père, c'est vos enfants? Oui, c'est moi, parce qu'elle le connaissait pas. Oui, j'ai fait venir mes enfants pour vivre ici. Alors c'est là qu'elle a commencé à lui dire, vous savez que vous pouvez les mettre à l'école, vous savez qu'il y a des droits, vous savez que vous devez, il y a les allocations familiales, à la caisse de sécurité sociale, il y a les dispensaires rue Georges Courteline où vous pouvez faire la pesée de vos enfants, cabinet. Vous savez qu'il y a des douches municipales, puisqu'on n'avait rien. Donc elle nous a expliqué tout ça. C'est quoi le quotidien après ici, une fois que vous avez été installés? Alors nous, les enfants, c'était l'école 4 fois par jour, puisqu'on ne restait pas à la cantine. Et puis le soir, l'hiver, il faisait froid, donc bien sûr on était à l'intérieur, malgré que c'était étroit, mais on n'avait pas le choix. L'été, on était dehors. L'été, on était dehors, on était à la campagne, c'était notre campagne, et on savait qu'on avait des devoirs, c'est-à-dire aller à l'école, revenir, faire nos devoirs, et puis le reste du temps, c'était l'aventure, la verdure et la nature, les oiseaux et tout ce qui s'ensuit. Quand on parle de bidonville aujourd'hui, on parle de misère, de malheur. Oui. Aujourd'hui,
Enfin, à votre époque, au Shahaba, j'ai l'impression que c'était pas du tout ça en fait. Alors c'était pas du tout ça, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on arrivait, nous, de Sétif et Lauricia, on était perdus, il y avait la misère. On n'avait rien du tout. On avait à peine à manger. Mon père, il travaillait chez les colons et après, il en a eu marre, donc il est arrivé en 49. Et quand nous sommes arrivés en 54, bon, il a mis un peu d'argent de côté. Et quand nous sommes arrivés en 54, on est arrivé ici. Parce qu'attention, il faut vous dire qu'en Algérie, on dormait sur de la paille avec l'âne, les chèvres, les poules et tout ce qui s'ensuit. On dormait avec tout le monde. Voilà, c'était ça notre quotidien en Algérie. Quand on est arrivé ici, même si c'est un bidonville, il était tellement bien fait, tellement bien construit, avec du lino, une cuisinière, de la vaisselle, un lit, un matelas. Mais vous vous rendez compte ? C'était le confort. Et la lampe à pétrole, c'est ce qu'on avait en Algérie. Donc ça ne nous a pas changé. Et après, quand on nous dit oui, mais il n'y avait pas le confort de salle de bain, mais on ne l'a jamais eu. Donc on a continué à vivre comme on vivait là-bas. Sauf qu'ici, quand on travaillait de l'autre côté, là, il y avait les voisins français qui nous parlaient français et qui nous disaient ça va, c'est pas trop dur. Non. Quelque part, la Louise plus les voisins qui se font du souci, quelque part, pourquoi ils se font du souci ? Nous, on est bien. Et vous alliez à l'école, il fallait traverser la caserne, c'est ça ? Il fallait traverser la caserne. Alors quand il faisait très froid, on traversait la caserne parce qu'il n'avait pas le droit, c'était la caserne de la Doua. Donc quand il faisait très très froid, le gardien, M. Brunet, il disait à mon père, écoutez, moi j'en ai marre de voir ces enfants avec le froid qu'il fait. Je vous propose qu'on mette une échelle. Moi je les fais traverser et le soir vous les attendez. Il n'y avait pas de téléphone bien sûr. Donc il venait, il disait bon les enfants arrivent, attendez-les en bas et on descendait les uns avec l'échelle et ça nous faisait gagner une bonne vingtaine de minutes. Ça a été un déchirement quand il a fallu quitter le bidonville ? Ah oui, ça a été un déchirement. Ça a été un déchirement parce qu'on a déjà été, moi plus ou moins parce que j'étais jeune à 6 ans, je ne savais pas ce que c'est comme le déracinement. Mais ici, j'ai posé mes bagages, j'ai posé avec la Louise qui m'a fait découvrir des tas de choses, la culture, la visite des musées, elle m'a ouvert, mais cette femme, surtout quand je vous dis sur la culture, sur le droit au travail, sur comment se défendre, comment faire valoir ses droits, et sur les femmes. Et du coup, donc elle m'a ouvert plein de choses. Donc ça a été un double déchirement quand, pour moi, voilà, je me suis posée, c'est des valeurs pour moi. J'apprenais. Le premier jour, on est arrivé en juillet. Le 1er septembre, quand mon père... Alors oui, elle lui dit, il faut inscrire vos enfants à l'école. Quand on est rentré à l'école le 1er septembre, je ne savais pas un mot français. Vous vous rendez compte que la directrice de l'école, Madame Audin, elle me disait, bon, il va falloir... comment on va faire ? Je lui dis, non. Elle me dit, mais pourquoi tu réponds toujours non ? Parce que c'est non, c'est tout ce que j'avais. Tu peux pas dire un jour oui. Et je lui dis, je comprends pas, quoi. Et cette directrice, elle m'a pris aussi je sais pas, elle nous a pris, pas que moi. Elle a dit à mon père, écoutez, et à Louise, puisque Louise faisait l'interprète, écoutez, je vais l'aider de tout ce que je peux. Même s'il faut que je donne des cours particuliers, je lui donnerai des cours particuliers pour apprendre le français. Alors Louise lui a dit, vous savez, je suis là, quoi. Mais si vous voulez, c'est vraiment avec plaisir. Cette histoire, aujourd'hui, elle est mondialement connue grâce au roman d'Azouz Begag. Vous en êtes fier ? Oui, je vais vous dire, j'en suis fière d'autant plus parce que je pensais jamais que ça allait en arriver là, quoi. Parce qu'on a toujours été invisible. Mon père invisible dans le camp, qu'il fallait pas faire du mal, il fallait respecter, il fallait surtout pas qu'on vienne dire à mes parents, ils ont fait ça ou ils vont fauter, surtout pas. Donc quand je vois aujourd'hui que cet endroit est porté, comme il a dit ce matin, jusqu'au Japon, mais ça peut être qu'une fierté, une grande fierté, même pour mes parents, quoi. Franchement, parce qu'il s'en est vu, le père Begag, quand même, il s'en est vu, il a donné toute sa vie, c'est un enfant unique, il a été orphelin très très tôt, et je me dis, mais chapeau, il est venu en France, il a travaillé, il a fait venir ses enfants, et voilà, et il a des ingénieurs, il a des architectes, franchement, je peux que lui tirer mon chapeau. Zora Chaïb, ancienne habitante du bidonville de la Fessine, et de ce bidonville, il ne reste aujourd'hui qu'un cognacier planté par le père d'Azouz Begag, mais aussi la fresque du Shahaba, peinte récemment sur la digue du boulevard de Ceinture, laquelle devrait interloquer les 60 000 festivaliers attendus ce week-end sur le site. Les bornes de validation par carte bancaire installées dans les tramways, bus et stations de métro sont désormais actives. Plus besoin d'acheter un ticket sur le quai
Pour celles et ceux qui le souhaitent, la présentation de la carte bleue suffit pour s'acquitter de son trajet. La procédure est simple, il faut simplement apposer sa carte bancaire sur la borne sans contact et un ticket unique valide pendant 1 heure sur l'ensemble du réseau TCL vous sera alors virtuellement délivré. Le compte est automatiquement débité de 1,90 € ou du tarif 24 heures, 6 €, après 3 passages dans la même journée. En cas de contrôle, il suffit de présenter sa carte bancaire pour vérifier l'achat. Pour le moment, une même carte permet d'acheter un seul billet, mais dès le mois de juillet, la validation multiple sera possible. Jusqu'à 5 personnes pourront ainsi voyager avec une carte bancaire unique. À terme, le fameux ticket TCL rouge et blanc est appelé à disparaître pour laisser place à une carte rechargeable. Enfin, l'aventure de Frédéric Fautou à Lasvel est bientôt terminée. Coach associé de TJ Parker, Fautou va rejoindre cet été le club voisin de la JL Bourg. Un poste de coach principal avec un bail de 2 saisons. Frédéric Fautou n'aura donc pas sa dernière année de contrat avec Lasvel. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. Passez une excellente journée à l'écoute de nos programmes.